Merci, merci à tous et à toutes. Nous allons finir cette matinée avec une belle histoire. Le titre de cette interview, c'est « N'ayons pas peur du chaos » et je demande à Elisabeth Ducotet de venir me rejoindre pour cette interview. Alors, dans ce monde chaotique, perturbé, il y a une boîte qui va bien. Elle s'appelle Tuan. Je crois que vous la connaissez quasiment tous. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est une entreprise française qui fait des systèmes de contention des membres et des systèmes de compression des systèmes veineux et lymphatiques. On a tous un jour porté une Tuan quelque part après une entorse ou autre. Et ce qui est très étonnant, c'est que la boîte est née en 1847 d'une petite entreprise de ruban et vous êtes leader mondial aujourd'hui. Mais plus étonnant encore, vous étiez orthophoniste. Oui, tout à fait. Et oui, puis, votre père, en 1991, fait un accident vasculaire cérébral et vous prenez la direction de l'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, vous étiez déjà au conseil d'administration dès l'âge de 20 ans, mais vous étiez dans un autre métier. Et puis, quand on regarde 1991, ce sont 24 millions de chiffre d'affaires, 4 millions à l'exportation, 285 personnes. Et aujourd'hui, cette année, le 170e anniversaire, ce sont 220 millions d'euros de chiffre d'affaires plus, 74 à l'exportation et plus de 2000 collaborateurs répartis dans plusieurs pays du monde. Bravo à vous. Alors, je voudrais vous poser la question, vraiment, quels sont les 3 mots de votre réussite, les 3 mots clés? Alors, si vous voulez, on a toujours eu, je dirais, 3 vertus un peu cardinales qu'on essaye de propager d'une génération sur l'autre. Moi, je suis la 5e génération. L'une est la pérennité. Bon, voilà, on est inscrit dans le temps. Et dans le fond, l'industrie française, il faut absolument qu'on la pérennise. Donc, la pérennité, c'est une chose. Et quand on reçoit un mandat, qui est celui que j'ai de président de cette société, eh bien, on se doit de le transmettre à quelqu'un d'autre qui devra encore le transmettre. Donc, il y a une espèce d'obligation. Il y a bien sûr la frugalité, c'est-à-dire que si on veut mettre l'essentiel de nos ressources et les emmener vers ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'innovation, l'investissement industriel et l'internationalisation, eh bien, il faut absolument qu'on fasse de la frugalité sur tout le reste. C'est-à-dire qu'on n'amène que nos ressources que vers l'essentiel. Et la 3e qualité, c'est l'agilité. C'est-à-dire qu'il faut savoir se remettre en question à tout moment et il faut savoir se dire que ce qu'on a acquis, le palier auquel on est un palier temporaire et que derrière, il y aura d'autres paliers. Donc, il faut savoir repartir d'un nouveau pied sur autre chose. D'accord. Votre frugalité, c'était quoi à vous? Qu'est-ce que vous avez laissé tomber? D'abord, moi, j'ai laissé tomber mon métier d'origine, mais je ne crois pas à la formation unique. Je ne crois pas qu'il y ait un seul chemin pour aller à l'entreprise. Je crois qu'il y a beaucoup de chemins. Et donc, je dirais, ma frugalité, ça a peut-être été justement de me dire, je mets un terme à un métier de psychologue et orthophoniste, de rééducateur du langage auprès d'enfants très handicapés. Je mets un terme à ceci et j'ai conscience que ce que j'ai fait jusqu'à présent au terme des relations que j'ai eues avec ces enfants me sera utile aussi dans l'entreprise. Et c'est la réalité, en fait. Donc, notre expérience nous sert et nous est utile, je dirais, y compris dans des parcours un peu atypiques comme le mien. Voilà. Et votre expérience dès l'âge de 20 ans, ce qui n'est pas banal, d'être au conseil d'administration de la boîte familiale, ça vous a, je suppose, quand même énormément aidé quand vous avez pris les rênes brutalement. Oui, parce que c'est important dans ces sociétés, ces ETI, il y en a beaucoup ici, ces sociétés qui ont un caractère, je dirais, patrimonial. C'est très important d'avoir conscience des droits, mais aussi des devoirs, c'est-à-dire des obligations, et donc de l'avoir très tôt, d'avoir éveillé, ça c'était les valeurs de mon père et de mon grand-père, d'avoir éveillé très tôt cette obligation, je crois que c'était effectivement utile. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que n'étant pas de l'industrie dans l'initiale de ma formation, je trouve que l'industrie est passionnante. Il n'y a pas de métier plus important et passionnant que l'industrie aujourd'hui. Vous préparez vos enfants? Oui, absolument. Alors eux, ils ont fait des études plus proches de la société, mais ils ont tous eu un parcours professionnel avant de me rejoindre dans l'industrie. Ils ont tous eu un parcours professionnel autre. Et donc voilà, ils se sont préparés d'une autre façon. Et voilà, ma fille est maintenant directeur général à mes côtés. D'accord. Comment vous avez intégré le digital sans drame? Et quand? Quand avez-vous senti que les choses bougeaient? Et vous êtes-vous dit, oh, c'est de la pub, tout ça ne sert à rien? Ou avez-vous compris très vite que c'était essentiel pour votre entreprise?
Si vous voulez, nous, un grand révélateur, ça a été de voir toute cette French Tech qui s'est très tôt manifestée dans des domaines de la santé. Et on a vu beaucoup de French Tech, beaucoup d'initiatives de start-up dans la santé, et en particulier dans le dispositif médical. Et on s'est dit, nous ne pouvons pas rester à côté de ça, parce que sinon, ben, évidemment, on va arriver à la fin d'un cycle, et ce cycle n'aura pas d'avenir. Donc, cette grande émergence de technologies nouvelles, de solutions nouvelles, d'une catégorie aussi managériale nouvelle, parce que ces jeunes-là, ils n'ont pas envie d'entrer dans l'entreprise, ils veulent vraiment créer leur entreprise et la driver. Toute cette obligation d'être, nous, la French Fab, c'est-à-dire l'ensemble des sociétés qui avons pignon sur rue, qui avons une industrie, qui sommes organisées, cette French Fab que nous représentons par rapport à la French Tech qui représente, on s'est dit, il y a absolument besoin de trouver les alliances, les passerelles. Et donc, nous sommes rapprochés, nous en avons vu beaucoup. Et nous avons créé chez nous des lieux où on pouvait les accueillir. Nous avons créé à Saint-Étienne une agora, c'est-à-dire un lieu très vaste, non affecté, et qui permet de recevoir, de les faire travailler, de se mettre en contact, et de se mettre en contact sans les englober. Parce que si on les englobe, il y a quelque chose comme... on ne leur donne plus la liberté et l'indépendance dont ils ont besoin. Donc, on les a accueillis, et effectivement, avec certains, on a noué des partenariats. Avec d'autres, on a fait une montée au capital. Et donc, on a inventé au fur et à mesure des besoins des choses qui pouvaient correspondre aux pathologies auxquelles nous sommes dédiés. Et donc, particulièrement, aujourd'hui, toutes les pathologies lombaires dans lesquelles nous avons, créé un certain nombre d'alliances et sur lesquelles, par exemple, nous lançons lundi matin une nouvelle app avec chacune de nos ceintures lombaires. Le patient pourra savoir comment il va pouvoir d'abord bien utiliser sa ceinture lombaire, combien de temps il faut qu'il le fasse, quels sont les exercices physiques dont il va pouvoir avoir besoin. Donc voilà, on commence à avoir depuis 2 ou 3 ans où on a commencé cette entrée dans un digital un peu par empirisme, on commence à avoir un certain nombre de résultats qui se mettent en place. Mais c'est vrai que, pour revenir au titre de notre dialogue, le chaos est quand même là, c'est-à-dire qu'on arrive à une fin d'un cycle dans une industrie comme la nôtre et on n'est pas encore dans le cycle nouveau, et entre les deux, il y a des périodes d'incertitude, il y a des périodes où il y a la création d'un nouveau mode opératoire et qui s'appelle le chaos. Et il ne faut pas avoir peur du chaos, parce que je crois beaucoup que ce chaos, il est utile. Il est constructif. Et il est constructif, c'est-à-dire qu'il est le passage d'un ordre établi du passé à un nouvel ordre qui va s'établir pour l'avenir. Et le chaos, c'est cette période de passage où il faut qu'il y ait du jeu au sens de la liberté. Et de la liberté de réinventer, et de la liberté de se transformer, et de la liberté de laisser les chocs de culture s'entrechoquer, quelquefois avec une certaine vigueur, ce qui est le cas. Et ce chaos, pour moi, qui d'abord donne aux dirigeants une obligation de l'assumer, parce que le chaos, il faut qu'il soit tout de même contrôlé par le dirigeant, et il est normal que le dirigeant le prenne, parce que ça permet une sécurisation de l'environnement. Mais ce chaos, il a créé quelques grandes peurs. Enfin, vraiment, il y a des grandes peurs. Et dans le fond, une des premières réponses, ce serait, dans le fond, maintenons notre entreprise fermée, c'est-à-dire ayant une cellule bien imperméable et surtout ne faisant aucune place à ce qui se passe dans l'environnement parce que ça nous fait peur. Et c'est juste le contraire qu'il faut faire. Et c'est juste ce que nous avons essayé de faire, c'est-à-dire de créer une membrane perméable dans laquelle il y ait des échanges avec l'extérieur, avec la cité, avec le monde universitaire, avec cette French Tech, avec des laboratoires qui, par exemple, nous, en Rhône-Alpes, sont extrêmement intéressants, parce qu'à Grenoble, il y a énormément de laboratoires de l'électronique médicale qui sont totalement intéressants, avec d'autres laboratoires. Moi-même, je suis allée beaucoup au MIT aux États-Unis. Donc, il faut cette perméabilité cellulaire, avec comme horizon, je dirais, 2 choses importantes. D'une part, qu'on arrive à de l'innovation, et que ça nous amène chez nous vraiment une innovation et qui sera disruptive. Et effectivement, moi j'ai beaucoup aimé les tables rondes qui ont précédé, c'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, l'innovation disruptive, elle prend tellement de temps que quelquefois elle est un peu décourageante. Et quelquefois on a envie d'aller la faire en Allemagne parce qu'elle va être accueillie administrativement plus simplement en Allemagne qu'en France. Donc là, il faut vraiment qu'on aille dire à nos pouvoirs publics qu'ils nous aident à cette facilitation de l'innovation disruptive qui est absolument indispensable. Et deuxièmement, cette peur, elle nous amène aussi, elle a comme horizon de résolution, je dirais, un renouveau industriel de la France, auquel je crois
absolument fondamentalement. Et quand j'entendais ce matin des choses très intéressantes en disant il y aura des effectifs qui vont être laissés libres par tel ou tel poste qui va s'automatiser dans des collectivités, nous, au contraire, l'industrie, nous allons créer des emplois nouveaux, de valeur ajoutée complémentaire, c'est-à-dire des gens qui seront des techniciens supérieurs, des ingénieurs, des marketeurs, etc. Mais nous avons besoin que cette industrie réinvestisse la France. Un pays sans industrie, contrairement à ce qu'on a cru pendant des années, c'est un pays invertébré. Nous avons besoin des vertèbres de l'industrie et il faut absolument que nos pouvoirs publics en prennent conscience aussi. C'est vrai qu'il y a quelques bonnes nouvelles qui arrivent sur ce sujet-là. Alors, vous êtes en même temps, au-delà de votre entreprise, de temps en temps, vous allez à la mine. Ce que je veux dire, vous allez voir un peu les personnels, savoir ce qu'ils ressentent tout le temps. D'abord, moi, j'aime les usines, Voilà. et effectivement, j'aime les personnes dans les usines, parce qu'il y a une vraie noblesse. Oui, absolument. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des aveux de l'industrie. Au contraire, l'industrie, elle est fondamentale, elle est structurante, et elle fait appel à la matière. Un vrai beau produit, c'est quelque chose de satisfaisant. Et alors, en même temps, donc, vous allez à la mine, et en même temps, vous êtes coprésidente du METI, au niveau du MEDEF, des entreprises de taille intermédiaire. Oui. Donc, racontez-nous ce que vous voyez comme perspective pour ces entreprises qui nous manquent, en fait, en France. Oui, alors elles nous manquent, et celles qui sont là sont en taille insuffisante par rapport à notre grand voisin qui est l'Allemagne, pour plusieurs raisons, mais pour des raisons quand même de l'environnement et de l'écosystème dans lequel nous travaillons, c'est-à-dire ça fait 20, 30, 40 ans qu'on n'a pas eu l'attention à ces moyennes entreprises, qui d'ailleurs n'avaient même pas de nom. Elles ont une identité depuis la loi de modernisation de l'économie, c'est-à-dire 2008. Donc c'est tout récent. Et alors qu'en Allemagne, elles ont leur nom de Mittelstand depuis des décennies. Et donc ces entreprises, elles commencent vraiment à attirer les pouvoirs publics d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il faut absolument les multiplier, parce que d'une part, elles vont réinvestir les territoires qui se trouvent dramatiquement désertifiés. Enfin, quand vous voyez à Saint-Étienne et la Loire est un pays dans lequel il y a eu des épreuves économiques et industrielles telles qu'il ne reste presque plus personne. Donc il faut réinvestir ces territoires dans lesquels il y a besoin vraiment de créer de l'emploi. Et donc, c'est certain, c'est un des grands combats, mais c'est aussi une des grandes sources d'espérance ces jours-ci, y compris dans les jours qui viennent de se passer, qui est un certain nombre de prises en compte pour ces entreprises, de leur obligation et de leur capacité à remplir un morceau de l'économie française. Elles représentent en France aujourd'hui un quart de l'économie française, c'est-à-dire 25% des emplois, et même un peu plus en exportation. C'est-à-dire qu'elles font 30% d'exportation, 32% d'exportation, alors qu'elles sont à 25%. Donc elles sont même un peu surexportatrices, ce qui est bon signe. Quand vous étiez face à des gouvernements qui ne se préoccupaient pas trop de tout ça, une technostructure extrêmement lourde, une administration pesante, vous avez pensé à vous délocaliser? Ça vous est arrivé dans vos rêves? Non, pas délocaliser, parce que la fidélité à un territoire d'origine, c'est quelque chose qui est très inscrit dans nos gènes. Et à Saint-Étienne, chez nous, il se fait des tissus élastiques très techniques, très difficiles. Nous ne les bougerons pas de là, d'abord parce que nous avons un savoir-faire et que nous avons des collaborateurs qui savent le faire. Et deuxièmement, on ne peut pas jouer sur tous les plans. On ne peut pas demander à la collectivité de nous aider si nous ne l'aidons pas. Donc nous serons fidèles, nous sommes fidèles et nous serons fidèles à notre territoire d'origine. Mais bien sûr, nous avons créé de l'organisation. Donc maintenant, nous avons 2 usines en Allemagne, 2 aux États-Unis, etc. Vous avez une bonne collaboration avec vos représentants syndicaux? Ça se passe bien parce que l'entreprise est taille moyenne et que tout le monde tire dans le même sens? Mais si vous voulez, on a une bonne relation avec eux, même si c'est de temps en temps assez vigoureux. Mais ce qui est normal, je dirais. D'adulte à adulte, il vaut mieux avoir des relations vigoureuses que de ne pas avoir de relations. Donc oui, et je pense que Vous êtes pour le hard syndicalisme, si je puis dire. Je suis pour le dialogue. Je suis pour le dialogue, parfois vigoureux, oui. Voilà, tout à fait. Écoutez, vraiment, je peux dire autre chose que de vous remercier.